Imaginez ceci, vous vous retrouvez seul au milieu de la nuit dans cette maison sinistre. Les portes grincent, le vent souffle lugubrement à travers les fenêtres brisées. Soudain, vous entendez un bruit provenant de l'étage supérieur. Un bruit qui glace le sang et fait battre votre cœur plus vite. Votre instinct vous crie de fuir, de sortir de cette maison maudite aussi vite que possible. Mais vous entendez également des pleurs étouffés, des appels à l'aide en provenance de là-haut. Que feriez-vous dans une telle situation terrifiante? Resteriez-vous là, à l'abri de tout danger, ou affronteriez-vous l'horreur qui se cache à l'étage? Dites-nous sincèrement, que choisiriez-vous? La sécurité ou le courage? La fuite ou le sauvetage? La décision vous appartient, mais souvenez-vous, chaque choix a ses conséquences dans ce cauchemar sans fin, et ce genre de dilemme arrive parfois dans la vraie vie. Bon, pour cette première histoire, nous allons parler de Antoine, 31 ans, qui est à la recherche d'une nouvelle voiture. Malheureusement, celle qu'il avait avant a décidé de le lâcher en plein milieu de la route, juste après une grande journée de travail épuisante. Vous la connaissez, c'est vraiment la pire des journées. Mais bon, bien décidé à retrouver la perle rare, Antoine scrute les annonces de voitures sur le bon coin, espérant enfin trouver le véhicule qui lui permettrait de reprendre le contrôle de sa mobilité. Et après des heures et des heures de recherche, c'est alors qu'il tombe sur une petite Alfa Romeo rouge, une voiture qui semble plus que prometteuse. Les premiers échanges avec le vendeur semblent tout à fait normaux, donc franchement c'est super cool. Le gars est cordial et plutôt sympathique, la voiture est propre et n'a pas beaucoup de kilomètres au compteur, bref ça semble vraiment être un bon bail. Ça a tellement l'air d'être une bonne affaire qu'après quelques discussions en ligne, il convient très rapidement d'un rendez-vous pour qu'Antoine puisse voir la voiture de ses propres yeux et éventuellement l'acheter. Le rendez-vous est fixé au 12 janvier 2024, donc ça se passe vraiment il n'y a pas longtemps. Le jour arrive enfin, Antoine accompagné d'un ami à lui prend la route vers le lieu du rendez-vous. Mais c'est là que les choses deviennent de plus en plus bizarres. Au fur et à mesure qu'ils avancent, Antoine commence à avoir des doutes. Les indications du vendeur ne semblent absolument pas correspondre au lotissement qu'il semblait décrire. Mais bon, il n'est pas parano, le GPS indique la bonne adresse et donc il chasse ses pensées de son esprit, espérant que ça ne soit qu'un simple malentendu. Finalement, ils aperçoivent une petite maison au loin qui pour le coup ressemble à peu près à la description donnée par le vendeur. Et en plus de ça, garé juste devant la maison, il y a la fameuse Alfa Romeo rouge de l'annonce. Antoine est content, il ralentit puis s'arrête juste à côté, mais dès qu'il met le pied à terre et qu'il sort de la voiture, un mauvais pressentiment l'envahit. Bon, encore une fois, il essaye de faire abstraction, il essaye de contacter le vendeur, mais il est impossible à joindre. Ils attendent naturellement quelques minutes, mais là, après une vingtaine voire une trentaine de minutes, Antoine commence à ressentir un frisson d'angoisse. Mais bon, l'affaire est trop bonne, ils attendent donc environ 45 minutes, et c'est là qu'il voit quelque chose. Il remarque une camionnette blanche s'approcher un petit peu au loin. Un soulagement le traverse, il se dit que ça y est, le vendeur est enfin arrivé, même s'il est là avec un peu de retard, même beaucoup, mais malheureusement, la vérité va tout simplement lui glacer le sang. La camionnette s'arrête bien derrière leur voiture et c'est là qu'il voit 4 hommes cagoulés en sortir avec des armes à la main. L'un d'entre eux porte une grande corde dans les mains, le deuxième un couteau, un troisième une batte de baseball et le quatrième également une corde. La panique s'empare de Antoine et de son ami, bien entendu on peut le comprendre. Sans réfléchir, ils bondissent le plus rapidement possible dans la voiture et grâce à son instinct de survie, il enclenche le contact et démarre en faisant crier ses pneus sur le bitume. Et c'est à l'exact même moment que l'une des 4 personnes met un grand coup de batte de baseball dans la vitre côté passager. La vitre explose, mais heureusement, Antoine arrive à se sortir de cette situation plus que dangereuse. Complètement essoufflé et paniqué, Antoine décide de prendre le chemin le plus long possible, de faire des détours, etc. pour rentrer chez lui, espérant que les hommes mystérieux ne le suivent pas. Mais heureusement, après s'être assuré qu'effectivement il n'y a plus personne derrière eux, il finit par rentrer chez lui et par déposer son ami chez lui. Une fois de retour chez lui, la première chose que Antoine fait est de retourner sur Le Bon Coin pour vérifier l'annonce. Et à sa grande stupeur, elle a complètement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Malheureusement, il décide de ne pas aller voir la police parce qu'il se dit qu'il n'a aucune preuve tangible en soi et que forcément les policiers n'allaient pas le croire. En voyant que l'annonce n'est plus sur Le Bon Coin, il ressent une vague de soulagement mêlée à une inquiétude persistante alors qu'il réalise à quel point il avait peut-être frôlé la mort ce jour-là.
Cette première histoire est, vous allez très vite vous en rendre compte, très particulière. Petite mise en contexte. Nous sommes en 2017 lorsque Rose, sa sœur, sa cousine et ses parents partent en vacances ensemble le temps d'un court voyage. Ces voyages en famille sont pour eux une véritable tradition. Ils prennent la voiture et partent voguer sur les routes depuis au moins 17 ans maintenant si elle devait faire une estimation. Ce soir, elle ne veut pas nous révéler l'endroit de ses vacances, mais pour nous donner un ordre d'idée, ils se rendent dans des endroits très nature et vraiment très beaux. Et même s'ils ont maintenant l'habitude des aléas classiques des voyages comme celui-là, elle nous l'avoue ce soir, cette fois ils ont été témoins de quelque chose qui la marque encore aujourd'hui, des années après. Et justement, revenons-en à ce fameux voyage. Déjà, il faut savoir que pour ces vacances, ils ont décidé d'aller voir leur grand-mère. Ils prennent donc la route, ils en ont pour environ 6 ou 7 heures, et tout se passe très bien. Étant responsables, ils alternent même les conducteurs. Rose conduit une partie, puis son père, puis sa cousine, et finalement, ils arrivent à destination. Et même s'ils sont un peu claqués après ce voyage, il y a quand même une bonne nouvelle, ils ont été plus rapides que prévu, et donc lorsqu'ils arrivent, la grand-mère de la jeune fille n'est pas à la maison. Bon, en soi, rien de très grave, la famille n'a qu'à attendre un peu qu'elle revienne. Chacun réagit donc à cette attente à sa manière. Le père se pose sur la terrasse en buvant un coup, tandis que les 3 filles, elles, partent à l'aventure. Elles n'ont clairement aucun temps à perdre, elles se rendent au niveau d'un petit ruisseau qui se trouve juste à côté de la maison. Pour y accéder, elles passent par un arbre couché qu'elles utilisent comme un pont, bref, jusque-là, tout va bien. En soi, il n'y a pas vraiment besoin de marcher sur cet arbre pour le traverser, il n'y a pas énormément d'eau et ce n'est pas très large, mais bon, elles, ça les amuse. Mais vous allez voir, c'est là que les choses deviennent étranges. Alors que tout semble normal et que les conversations sont plutôt joyeuses, d'un coup, la cousine de Rose sort une phrase très glauque. « Je sais pas pourquoi, mais vous avez pas l'impression qu'il y a quelque chose de mort ici ?» Et au début, après cette phrase quelque peu énigmatique, les 2 filles ne comprennent pas. Mais ça y est, l'ambiance est posée. Le silence devient perturbant et en faisant un peu plus attention, elles se rendent compte qu'un seau en particulier détonne. Ce son, c'est celui d'au moins une centaine de mouches. Les 3 filles remontent leurs manches et décident d'aller enquêter. Elles marchent doucement et c'est là qu'elles l'aperçoivent. Allongé par terre et sans vie, un grand kangourou. Les 3 filles sont quand même super choquées, mais la mort de l'animal n'est pas la chose qui va le plus les intriguer. C'est plutôt, et vous allez le voir, c'est très glauque, la probable cause de son décès. Bon, attention parce que à partir de maintenant, quelques détails vont sérieusement être sanglants. Et pour cause, le kangourou en question n'est pas entier. C'est-à-dire qu'il n'y a que la partie inférieure du corps. Le haut de ces derniers est absolument introuvable. Et deuxième détail très étrange, comme si ce n'était pas suffisant, la coupure qui a été faite pour séparer les 2 parties du corps est nette. Et quand elle dit nette, c'est vraiment net. Il n'y a pas une goutte de sang sur la fourrure, la coupure est propre, presque comme si elle avait été faite au scalpel. Vous l'imaginez bien, les 3 filles sont stupéfaites et l'ambiance dans cette forêt a complètement changé. Elles ne savent pas vraiment pourquoi, mais elles ne se sentent plus du tout en sécurité. Elles ont réellement l'impression que la cause du décès et l'attention donnée ne sont pas naturelles. Mais même si elles ont vraiment peur, elles ont une idée en tête. Découvrir ce qui s'est passé. Elles décident donc de commencer à explorer les environs à la recherche de la 2e partie du corps. Et elles vont chercher un petit bout de temps, mais rien. Vraiment rien du tout. Et alors qu'elles décident enfin de repartir, elles trouvent quelque chose qui va réellement les perturber. 4 lapins décédés, tous soigneusement alignés le long du ruisseau. Même chose avec ces lapins, aucune moitié supérieure n'est retrouvée, il n'y a du sang nulle part et tous les animaux sont coupés net en 2. Cette fois, il n'y a plus de doute, tout ça n'est pas naturel. Quelqu'un a forcément fait ça et a orchestré cette scène. Les 3 filles sont terrorisées, elles commencent sérieusement à se sentir mal et c'est là qu'elles entendent un bruit. Rose, sa sœur et sa cousine échangent un regard et partent en courant le plus rapidement possible en sprintant vers la maison. Après quelques instants, elles arrivent finalement à la maison où elles retrouvent son père et sa grand-mère. Bien entendu, elles racontent toute l'histoire en étant complètement paniquées, mais finalement, lorsqu'elles y retournent quelques heures plus tard avec leur père, elles vont se rendre compte qu'il n'y a plus rien. Plus aucun signe du kangourou ni des lapins. Et bien sûr, pas non plus de signe d'une quelconque présence humaine non plus. Pourtant, elles sont catégoriques, et à l'époque, Rose en avait même pris des photos, il y avait bel et bien des animaux disposés de manière étrange. Alors, s'agissait-il d'une expérience bizarre ou d'un rituel étrange? N'hésitez pas à dire en commentaire vos théories les plus folles. Pour cette 3e histoire, nous allons nous rendre dans une petite ville paisible
où une famille a été secouée par le divorce des parents en 2006. À l'époque, leur fils Jordan a 17 ans. Malheureusement, l'éclatement du mariage de ses parents semble inévitable. Selon lui, c'était comme une ombre planant depuis très longtemps au-dessus de leur foyer. Et pour remettre tout ça dans son contexte, il nous dit que tout a commencé 4 ans auparavant lorsque le père a subi une blessure à la tête. C'est très triste, mais cette blessure a déclenché une genre de spirale de consommation d'alcool et de substances illicites, transformant ce qui était un petit problème pour lui en une tempête pour la famille. Et c'est allé jusqu'au moment où la mère de Jordan a décidé qu'il était moins dangereux pour sa famille de se séparer de lui. Le père est donc parti à ce moment-là et bien entendu ça a laissé derrière lui un vide palpable dans la maison où il avait déménagé peu de temps auparavant. Les premières semaines après le départ de son père ont été étrangement paisibles pour Jordan. Pour la première fois de sa vie, il ressent une réalité véritable, débarrassé des tensions et des peurs qui régnaient auparavant. Mais malheureusement, vous allez voir, cette tranquillité sera de courte durée. Lorsque son père vient récupérer ses affaires, il est plus que clair pour tout le monde qu'il représente toujours une menace. La police d'État a même dû superviser le processus en raison de son comportement violent et des menaces qu'il avait proférées à plusieurs reprises à l'encontre de sa propre famille. On est d'accord avec vous, c'est vraiment une des situations les plus horribles possibles dans une famille. En partant, il laisse derrière lui un sous-sol en désordre, où des traces de son ancienne vie sont encore visibles, y compris ses plantations d'herbes. Je pense que ça y est, vous en avez assez pour comprendre le genre de personne que c'était. Comprenant bien entendu que la présence de cette substance illicite est un danger pour toute la famille, surtout pour la mère qui risque de perdre son emploi et sa licence si elles sont découvertes, il décide de tout brûler et de tout jeter. Il nettoie le sous-sol, se débarrasse des substances et de tout autre indice compromettant. Mais malheureusement, même s'ils ont retiré tout ça, ils n'en ont pas fini avec lui. Loin de là d'ailleurs. Le père va commencer à appeler la famille en pleine nuit, il est totalement ivre et il commence à accuser, à faire des menaces, des choses très étranges. Il dit des choses qui n'ont aucun sens, il accuse la mère d'infidélité alors qu'on vous le rappelle, ils ne sont plus du tout ensemble et ils ont divorcé. Mais ça va aller malheureusement beaucoup plus loin. Vraiment plus loin. En pleine soirée, des individus commencent à rôder autour de la maison, semant la peur parmi les occupants. Jordan, conscient du danger, en est sûr, ce sont des amis de son père. Étant assez sportif, Jordan commence à prendre la responsabilité de la sécurité de sa famille. Il se met à faire des rondes le soir avant de dormir pour vérifier qu'il n'y a personne autour de la maison, des choses comme ça. Mais un soir, son tour de garde va virer au cauchemar. Alors qu'il termine son tour de la maison et qu'il revient dans sa chambre, il se retrouve nez à nez face à un homme qui porte un masque de ski armé d'un couteau, tentant de s'introduire par sa fenêtre. Mais on vous l'a dit, Jordan prend son rôle de protecteur au sérieux. Alors qu'il pourrait s'enfuir et appeler tout simplement la police, il décide de poursuivre l'homme qui est en train de ressortir. Jordan est assez rapide et donc il arrive à l'attraper. C'est alors qu'un combat intense s'enclenche dans le but de protéger sa famille. Et dans cette énorme fight, il réussit même à désarmer l'agresseur et à le maîtriser, mettant fin à la menace imminente. Bien entendu, alertée par le bruit, la mère sort de la maison et tente de calmer son fils alors que l'homme est maintenant inconscient tellement Jordan l'a frappé fort. Et finalement, ils finissent par enlever les lunettes et ils le reconnaissent, c'est un ami de leur père. La police arrive, mais juste avant que le policier ne l'arrête, l'homme réussit malheureusement à s'échapper. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que les agressions ne vont pas s'arrêter là, ça va même continuer. À plusieurs reprises, des hommes tentent de rentrer de force dans la maison. Jordan s'est même battu une deuxième fois avec un autre individu qui voulait récupérer les affaires de son père. Ne voulant pas se laisser faire, Jordan a de nouveau tenté de l'arrêter et finalement il lui a même cassé la clavicule dans le combat. Il le sait parce que apparemment quelques soirs plus tard, le père de Jordan a recontacté sa mère en disant que son ami, donc à son père, voulait porter plainte contre Jordan, même si finalement il ne s'est rien passé. La situation vraiment critique a continué comme ça pendant 1 ou 2 mois, des jours intenses qui ont fait de Jordan le véritable protecteur de sa famille. Et finalement, malgré les défis et les dangers, ils ont finalement retrouvé la paix. Jordan a appris des véritables leçons difficiles sur sa force intérieure et sur sa détermination à protéger ceux qu'il aime. Et tandis que le souvenir de ces épreuves reste gravé dans sa mémoire, il sait maintenant que sa famille est en sécurité grâce à sa volonté inébranlable de protéger son foyer. Pour cette 4e histoire, nous sommes en 2018, lors d'une nuit calme en banlieue de Paris. Kevin, un joueur passionné de Pokémon Go, on est d'accord entre nous, c'est un peu un jeu d'un autre temps, mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous y jouez toujours. Bref, je disais, Kevin a pris l'habitude de sortir tard le soir, explorant les rues sombres et tranquilles tout en chassant des Pokémon. Chaque nuit, il est en appel vocal avec son meilleur ami, partageant cette aventure virtuelle ensemble.
Alors qu'il se trouve à environ 1 km de chez lui, dans une rue résidentielle faiblement éclairée par quelques lampadaires, Kevin est absorbé dans sa chasse nocturne. Il se tient près d'un Pokéstop, un espèce de repère où il peut récupérer des objets sur son téléphone. Il est complètement concentré sur son écran, attrapant tous les Pokémon qui croisent son chemin tout en conversant avec son ami. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produit. À quelques mètres de lui, de l'autre côté de la rue, un homme d'une trentaine d'années se tient, tenant des cisailles à haies à la main, avec un tas de branches à ses pieds. Au début, Kevin pense que l'homme est simplement en train de faire du jardinage à une heure inhabituelle. Cependant, son meilleur ami, alerté par la situation, lui conseille de partir immédiatement, affirmant que personne ne taille des branches au milieu de la nuit, et en vrai on le comprend. Mais bon, malgré cet avertissement, Kevin, complètement obsédé par sa chasse, décide de rester pour attraper encore quelques Pokémon. Bon, ceci dit, l'ambiance un peu festive du jeu a été en quelque sorte gâchée par cette présence. Bon, ceci dit, il garde quand même un œil prudent sur l'homme de l'autre côté de la rue. Bientôt, il réalise que ce dernier ne taille plus les branches, mais le fixe plutôt d'une manière troublante. Son comportement est énigmatique. Parfois, il se cache derrière une camionnette garée à proximité, mais il est évident que Kevin est observé. La tension monte alors que l'homme continue son comportement étrange, se déplaçant de son côté de la rue et en se cachant derrière des buissons pour observer Kevin. Malgré les remarques très insistantes de son ami au téléphone, Kevin hésite à partir, vraiment désireux de terminer sa chasse aux Pokémon, il est vraiment déter. Mais finalement, c'est la peur qui va l'emporter sur sa détermination. Ramené à la raison, il décide tout simplement de rentrer chez lui, essayant de garder son calme alors qu'il marche rapidement dans la direction de sa maison. Son ami lui conseille de vérifier s'il est suivi. Et en effet, l'homme aux cisailles le suit à une distance inquiétante. Complètement pris de panique, Kevin décide de prendre un itinéraire plus long pour vérifier si l'homme le suit vraiment. Il accélère le pas et a même le réflexe de prendre des photos pour avoir une quelconque preuve de sa situation alarmante au cas où. Et enfin, il atteint la sécurité de sa maison, il arrive à ouvrir le plus rapidement possible, à refermer derrière lui et il respire un soupir de soulagement. À ce moment-là, Kevin croit vraiment être hors de danger. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Une voiture blanche s'arrête brusquement devant sa maison. La fenêtre du conducteur descend lentement, révélant évidemment, vous l'aurez compris, l'homme aux cisailles. Et ce qui est très chiant et très flippant, c'est que maintenant, il sait où vit Kevin. Pris de terreur, ce dernier se précipite à l'intérieur, verrouille toutes les portes et prend un couteau de cuisine pour se défendre. Il faut tout de même savoir qu'à ce moment-là, il y avait d'autres personnes présentes dans sa maison, mais qu'il était tellement tard que tout le monde dormait. Kevin ne sait pas vraiment s'il doit réveiller quelqu'un ou pas. D'ailleurs, c'est un dilemme parce que jusque-là, rien n'est vraiment réellement arrivé. Il s'est juste fait suivre et du coup, il a ce genre de conflit intérieur. Il attend donc anxieusement jusqu'à ce que quelqu'un se réveille pour se sentir en sécurité et enfin pouvoir se coucher. Bref, le reste de la nuit va s'écouler dans le calme le plus total. Mais malgré ça, l'incident laisse Kevin profondément perturbé. Personne ne croyait à son discours, tout le monde disait qu'il fantasmait sur ses récits d'horreur, jusqu'à ce que les caméras de surveillance à la maison ne prouvent le contraire. Et la dernière image qu'aura Kevin de cet homme s'est affichée avec un sourire macabre sur son écran. Pour cette dernière histoire, nous allons nous diriger aux États-Unis. Et plus particulièrement, nous allons suivre Elsa qui a la vingtaine et sa meilleure amie Carla qui semble toujours attirée par des situations à risque. Quand on dit à risque, c'est-à-dire qu'elle adore tester de nouvelles choses dans le mauvais sens du terme. Elle aime explorer toutes sortes de substances illicites, avoir des fréquentations douteuses, bref, un cadre de vie vraiment pas sain qu'il ne faut absolument pas reproduire. On a confiance en vous la commu. Elsa, elle fume un peu, mais c'est à peu près tout, elle ne va pas plus loin. Jusque-là, sa meilleure amie a toujours su faire assez attention pour éviter toutes sortes d'ennuis, enfin jusqu'à ce fameux jour. Cette journée-là, Carla débarque chez Elsa sans prévenir, proposant une visite chez son oncle où, selon elle, sa tante aurait accès à des substances. Vraiment une fréquentation très étrange cette Carla. Il faut savoir que la tante de Carla est assez réputée dans ce quartier, en tout cas pour ce domaine-là vous avez compris, et cette proximité semble être la raison de leur visite. Une fois sur place, Carla révèle avoir rencontré un certain Joey Crack en ligne, exhibant fièrement ses photos. C'est un homme aux traits prononcés, visage rougeau, tresses serrées, tatouages et dents en or la totale. Elsa n'est vraiment pas étonnée, c'est typiquement le genre de personne que Carla recherche. Très vite, Joey Crack débarque, saluant chaleureusement Carla avant de s'installer avec eux pour une petite session de fumette. Il faut savoir que l'oncle de Carla les a emmenés en voiture et que Joey, lui, est venu à pied carrément.
Et pour décrire un petit peu où ils sont, c'est vraiment un lieu perdu. Pour vous faire une ordre d'idée, par exemple, la boutique la plus proche est à 30 minutes à pied et il n'y a pas d'habitation au-delà. C'est donc la première interrogation de Elsa. Pourquoi est-ce que Joey est venu à pied? Bref, elle repousse ses interrogations très rapidement. Pendant ce temps, la tante de Carla se lance dans sa propre escapade avec ses propres substances, laissant Carla, Elsa et Joey en tête à tête. L'ambiance est hyper détendue jusqu'à ce que Joey commence à poser des questions indiscrètes, mettant Elsa hyper mal à l'aise. S'il y a quelque chose qui est vraiment clair, c'est qu'elle ne le sent pas du tout. Après une bonne heure de discussion vraiment hyper étrange dans laquelle Joey semble draguer les deux filles à la fois, Elsa décide que ça y est, c'est trop, il faut partir. Mais Carla, elle, insiste pour qu'elle reste encore un petit peu. La tension monte lorsque Joey commence à avouer littéralement ses intentions envers Carla mais aussi envers Elsa. Sentant le danger arriver, elle décide qu'il est vraiment temps de partir. Carla sent que Elsa n'est vraiment plus à l'aise et approuve donc sa décision. Sauf qu'on vous le rappelle, Joey est venu à pied et il est vraiment tard. Carla demande donc naturellement à l'homme étrange comment il rentre et c'est là qu'il sort son téléphone en disant qu'il va envoyer un message à un ami à lui pour qu'il vienne le chercher. Pour comprendre la situation, il faut savoir que Carla à ce moment-là se trouve juste derrière lui. Et alors qu'il est en train d'écrire, Elsa remarque que le regard de Carla se fige. Elle a les yeux rivés sur le téléphone de l'homme. Un instant après, Carla lance un regard de détresse à Elsa. Celle-ci ne sait pas pourquoi, mais elle comprend que la situation est critique. Elle attrape donc son ami par le bras et l'emmène à l'intérieur où se trouve sa tante. Très vite, Carla envoie un message d'urgence pour que son oncle vienne les chercher au plus vite. Pendant ce temps, elles font semblant que tout va bien, elles parlent à Joey normalement pour qu'il ne se doute de rien, jusqu'au moment où l'oncle de Carla arrive enfin. Les deux filles ainsi que la tante sautent dans la voiture sans même dire au revoir à cet individu plus que étrange. Et c'est là, dans la voiture du retour, que Carla révèle ce qu'elle avait vu sur le téléphone de Joey. En fait, il décrivait exactement l'état de vulnérabilité de toutes les personnes présentes. Il disait par exemple que la tante n'était pas dans un état de se défendre, tout comme Carla et Elsa. Il dit qu'elles sont donc très faciles à kidnapper, et à la fin de son message, il dit même qu'il choisit Elsa lorsqu'il voudra profiter d'elle, et qu'il laissait Carla à son ami. Sur le chemin, elle réalise donc à quel point Joey est en fait tout simplement hyper dangereux. Un peu plus tard, Elsa découvre également que Joey lui a envoyé un message sur Facebook, et ça confirme ses pires craintes. Il lui dit qu'il n'a pas apprécié leur manière de dire au revoir, qu'il avait encore des choses à faire avec elle, bref, des phrases qui n'ont absolument aucun sens, et tout de suite, Elsa va donc le bloquer. Et elles n'en ont pas fini avec lui, parce qu'une semaine plus tard, Joey fait les gros titres pour des crimes assez graves. Apparemment, il aurait abusé d'une fille après une soirée, bref, ça confirme bien entendu les soupçons de Elsa et de Carla. Cette expérience s'avère être une véritable leçon pour Elsa, qui a décidé d'arrêter tous ses plans bizarres avec sa pote, même si malheureusement Elsa nous confirme que Carla, elle, n'a pas du tout changé. Elle termine donc son récit en disant qu'elle s'est bien entendu éloignée de son ami, qui l'avait mis dans une situation hyper dangereuse à ce moment-là. Mais au final, c'est plutôt un mal pour un bien, car ce lui évitera de vivre ce genre de situation à l'avenir. Bon, eh bien, nous voici en conclusion. Joe vient juste de poser son portable. Ah ouais. C'est une conclusion comme ça, un petit peu spontanée. Il n'était pas du tout au courant, mais voilà, c'est lancé. C'est plein de surprises cette conclusion. Là, je suis waouh. Vous savez, maintenant, on est naturel. On essaye de faire un peu moins de cuts, qu'on soit un peu plus cool. Ça. Et vous avez l'air d'apprécier, hein, vous nous le dites en commentaire, donc c'est hyper cool. Tant mieux, on va être naturel, hein, écoute, on va être nous-mêmes. Hein. Bah ouais. C'est parfait. Surtout que, bon, après l'ambiance un peu pesante des 5 histoires que vous venez d'entendre, on a eu vraiment, encore une fois, droit à tout. Et ben là, on vous propose un petit instant un peu plus chill en notre compagnie, alors que vous sirotez les fonds de verre de votre meilleur chocolat chaud ou de votre thé. C'est si mignon après ces histoires. Pas très mignonnes, hein. Il y a eu beaucoup de substances illicites, des trucs comme ça dans ces histoires-là. Il y a beaucoup de choses comme ça, donc on est content que vous soyez une commu hyper sage et qui boit des chocolats chauds. C'est beaucoup plus sain. Faites plutôt ça, plutôt que d'être comme Joe et Crack, qui fait des choses clairement très très chelou avec des gens. Qui avait un nom déjà très chelou. Donc, comme quoi, il faut toujours faire attention en ligne, on ne sait jamais sur qui on tombe. Bon, après, les protagonistes de cette histoire... chercher un petit peu sur des aventures un peu extrêmes. C'est pour ça aussi évidemment, ils ne voulaient pas en arriver jusque là, mais c'est pour ça aussi qu'il faut être vraiment très prudent et qu'il faut vraiment éviter de faire ce genre de choses, en tout cas de manière complètement random. C'est clair. C'est pour ça que Elsa à la fin elle s'éloigne un peu de Carla qui était cette source de mauvaise fréquentation. Donc en vrai c'est une bonne chose, hein. Même si elles étaient meilleures amies au départ, et ben voilà c'est. Ça s'est fini comme ça, mais je pense qu'au final, c'est quand même pour son bien. Ce qui est un peu triste, c'est que cette Carla qui faisait ça, en soi, elle n'avait pas forcément de mauvaises intentions. Ce qu'elle voulait, c'était dans un monde de bisounours où
tout le monde est innocent et tout le monde, personne n'a de mauvaises intentions, c'est quelque chose qui peut être vachement drôle en fait. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça. Donc soyez prudents, ne soyez pas non plus parano, soyez prudents mais pas parano. Vous connaissez ce slogan. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette conclusion. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à liker la vidéo, c'est hyper important pour nous. Vous connaissez de toute façon à quel point c'est important. Déjà pour nous de savoir si vous aimez toujours ce genre de concept. Et en plus, ça nous aide pour le référencement, etc. Tout genre de bail, vous connaissez. Et en plus de ça, on est passé, comme vous l'avez vu depuis quelques épisodes déjà, à 5 histoires au lieu de 3 histoires. Donc ça semble ravir la grande majorité, si ce n'est tout le monde. Donc merci beaucoup, on est vraiment super contents, on essaie au fur et à mesure de s'améliorer, de faire des choses un peu mieux. Et on peut pas le dire encore officiellement parce qu'il nous reste un jour à attendre. Demain soir à attendre pour vous faire des grandes nouvelles pour que tout soit officiel. Mais encore une fois, comme on vous l'a dit, nos vies s'apprêtent vraiment à changer et ça va directement impacter l'aventure YouTube qui devrait être bien plus fournie, bien plus qualitative, en tout cas on l'espère, et on va faire au mieux pour que ça le soit en tout cas. C'est ça. En tout cas, du coup, n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez voir un petit peu comment tout ça va évoluer. Donc n'hésitez pas à nous suivre en vous cliquant sur ce petit bouton rouge là. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre l'aventure. Ça, rejoignez l'aventure. N'hésitez pas à cliquer sur cette petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, bien entendu. Juste là, à l'écran. Merci encore pour votre soutien indéfectible. Les personnes en commentaire qui commentent régulièrement, franchement, on vous voit. On vous répond tout le temps, on en discute même entre nous. T'as vu, il y a X ou un tel qui a commenté encore, donc c'est vraiment super cool. On construit peu à peu une communauté vraiment très belle et vous en faites partie, vous contribuez directement. Donc merci infiniment pour tout ça. On espère vraiment que vous ne le regrettez pas. En tout cas, on va tout faire pour. C'était Joe et Kratos et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et d'ailleurs, on peut mettre une petite seconde pour Pampling. Actuellement là, on a notre partenaire un pull Pampling. N'hésitez pas à faire un tour. N'hésitez pas à aller voir et à utiliser. Vous avez plein d'avantages. Plein d'avantages, dont des chaussettes pendant votre commande. Vous êtes des ouf. C'est une fin de tournage. En fait, moi, je suis fort dans le doublage de personnes qui ont déjà doublé. Doubleur de doubleur, genre imiter les doubleurs. Vas-y, mais c'est à bout de mon plan. Y a pas de problème en fait. N'hésitez pas à aller voir nos réels sur Instagram. Ils sont de qualité. On est parti pour H4 Pokémon Go. Tu manges où toi? Il y a Bray qui propose de venir manger chez lui. Chaud. En vrai, quand on aura vraiment le temps, etc., ça pourrait être pas mal de faire à la limite des petits courts-métrages, tu vois, pour ça. Imagine, on se fait un petit court-métrage en mode on se filme dans une maison, un truc comme ça, juste pour l'intro. Faire des trucs un peu cinématographiques pour l'intro, tu vois. H3 Jordan Protection Maison. Pour cette troisième histoire, nous allons nous rendre dans une petite ville paisible. Là, je ferai une série. Ok, les gars, alors, ma mère croit que Kratos est possédé. On va suivre ça en direct. La suite, sur le lit comme ça, là.